Perdu dans les montagnes du Laos, un petit village semble flotter au-dessus des nuages. Il a son propre dialecte et vit dans un autre temps. Voici l'histoire d'une de ses familles. Aujourd'hui est un grand jour. Un photographe est là. Phyo King, le père, rêvait depuis longtemps d'une photo de famille. Elle trônera bientôt entourée d'un beau cadre doré dans la maison des Laovan. Son plus jeune fils, Kieng Lom, âgé de 18 ans, est venu spécialement pour l'occasion. Depuis l'âge de 11 ans, il vit seul dans la ville la plus proche où il poursuit sa scolarité. Phyo King place en Kieng Lom tous ses espoirs de voir sa descendance mener une vie meilleure. Les filles de la famille, ainsi que les 3 frères aînés, ne partiront pas. Chaque matin, les femmes se chargent d'allumer le feu, de faire la cuisine et de nourrir les cochons. Parfois, la famille vend une de ses bêtes afin de gagner un peu d'argent et de subvenir aux besoins du Benjamin installé en ville. Pour le reste, elle vit en totale autosuffisance. La mère de famille, Yea Pheun, n'arrête pas, du matin au soir. Chez le peuple Aka, ce sont les femmes qui vont chercher le bois pour le feu, dès leur plus jeune âge. Pas question de rester inactive en sillonnant la forêt avec une corbeille vide sur le dos. Elles mettent ce temps à profit pour filer la laine. Autrefois, les femmes de la tribu Aka n'avaient pas le droit de porter de chaussures. Seule la mère a conservé cette habitude. Je suis allée à l'école pendant 3 ans, mais à la mort de mon père, j'ai dû travailler. Je faisais un travail d'homme. Je coupais des arbres, de très grands arbres. Je m'étais fabriqué une échelle avec des branches pour grimper dessus. Je travaillais très dur, et autant que je pouvais. Mais ça ne suffisait pas pour couvrir les besoins en riz de la famille toute l'année. Ensuite, c'est ma mère qui est morte. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait 12 ans de plus que moi.
Mais il disait qu'il veillerait sur ma petite sœur et moi si je me mariais avec lui. Aujourd'hui, Yeafeun est âgé de 59 ans. J'ai eu ma première fille à l'âge de 23 ans, la deuxième à 24, la troisième à 25 et ainsi de suite. Un enfant par an. En tout, j'ai eu 15 grossesses. Je parais plus vieille que mon âge, mais c'est parce que j'ai dû beaucoup travailler pour que mes enfants puissent manger à leur faim. Une des belles-filles de Yeafeun est restée à la maison pour préparer le déjeuner. Riz et légumes sont au menu matin, midi et soir. Ils sont parfois agrémentés d'œufs ou plus rarement de viande. La famille Laovan prend ses repas dans la cuisine. Les parents et le fils aîné mangent ensemble, tandis que leur troisième fils, deux de leurs belles-filles et leurs petits-enfants sont assis à une autre table. Au total, ils sont 12 à vivre sous le même toit. Dans la vie quotidienne, comme les jours de fête, la place à table, les costumes, les tâches domestiques, chaque aspect de la vie des Akha obéit à des règles strictes. Le père de famille veille au respect de ces traditions. Autrefois chef du village, il est membre du conseil des anciens et officieusement chaman de la tribu. C'est pour dire l'avenir. Quand une personne est vieille et très malade, je peux déterminer le jour de sa mort grâce à ce papier. Prédire ces choses-là ne pose aucun problème. Mais je ne dois surtout pas dire aux gens qu'il va leur arriver malheur. Un voisin vient d'appeler Fyoking au chevet de son fils. Son enfant a une forte poussée de fièvre. Le petit garçon aurait pris peur dans la forêt et son âme aurait quitté son corps. Le chaman doit à présent empêcher que les esprits s'en emparent. Pour conjurer les esprits maléfiques, il tente de les capturer dans une poupée vaudou en papier, à l'aide de tabac, de riz et de coupures d'argent.
L'âme du poussin s'incarne alors dans le corps de l'enfant. En guise d'offrande, l'oisillon est ensuite sacrifié dans les flammes. Le chaman emmène les esprits maléfiques emprisonnés dans la poupée vaudou hors du village. Un coup de machette écartera définitivement les intrus malveillants. Quelques heures plus tard, le petit garçon est de nouveau sur pied. Et pour les villageois, son rétablissement ne doit rien aux médicaments qui lui ont été administrés. Il y a plus de 30 ans, c'est sur ce sommet que Phyo-King a choisi de fonder le village de Perien Sang Mai. Il est construit autour de 3 arbres sacrés qu'il est formellement interdit de toucher. On n'a pas le droit de faire la moindre entaille sur ces arbres. Ce serait comme un coup de couteau dans la gorge. Ces 3 arbres sont sacrés. Si quelqu'un leur fait du mal, alors les esprits se vengent et une personne du village tombe malade. Ensuite, les tigres sortent de la forêt et ils tuent nos animaux. Ici, il n'y a ni route ni village voisin. Les habitants ont conservé leurs rites ancestraux, inchangés depuis des siècles. Pourtant, Phyo-King a connu une vie loin des Kodaka lorsqu'il servait à l'armée. J'ai combattu 16 ans dans les rangs de l'armée laotienne pour libérer notre pays pendant la guerre du Vietnam. J'étais un simple soldat qui se battait contre l'ennemi. J'étais sur la base de l'Aka et j'ai abattu 6 avions. 6 avions, là-bas, derrière cette montagne. C'est là que j'étais basé. Quand les avions sont arrivés, je me suis battu. Et si vous voulez tout savoir, je me suis plus battu que tous les autres habitants de ce village. Si je n'étais pas revenu ici, aujourd'hui, je serais un fonctionnaire haut placé, croyez-moi. Hier, le fils cadet de Phyo-King est devenu père pour la 5e fois. Il vit dans sa propre maison, juste à côté de ses parents. Kézil, ta femme a déjà accouché? Comment va-t-elle? Le bébé crie beaucoup? Oui, elle va bien. Le bébé aussi. Après la récolte du maïs, les grains sont mis au soleil pour sécher, puis remis dans leur sac. Et quand les femmes travaillent, ce sont les hommes qui restent près des enfants.
Une fois mariées, les femmes Aka vont s'installer chez leur époux. Elles revêtent alors le costume traditionnel, qu'elles agrémentent peu à peu de toutes sortes de parures. La mère doit confectionner une tenue complète pour chacune de ses brues. Ma belle-mère est très vieille. Elle ne veut plus porter de tenue trop colorée. Elle ne veut pas se faire plus belle que ses belles filles. On est obligé de garder notre chapeau, même pour dormir. On n'a pas le droit de se coiffer ou de se laver les cheveux à n'importe quel moment. Et surtout pas le jour de l'anniversaire d'un des parents. Un tel geste serait un véritable affront. Mais la jeune femme connaît les règles. Les femmes ont tant de choses à faire que je ne pourrais pas vous les dire toutes. On va à la rizière, on va chercher le bois et l'eau, on lave les vêtements, on nourrit les animaux. Le soir, on ne va se coucher qu'une fois que tout est terminé. La fabrication de tissus fait également partie des tâches des femmes de la maison. La teinture est obtenue à partir d'indigotiers sauvages et de chaux. Tout au long de la journée, les femmes extraient les graines des bourres de coton à l'aide d'une machine. De l'égrainage à la teinture, en passant par le filage et le tissage, chaque famille du village fait ses propres tissus. Souvent, on ne trouve pas de chaux pour la teinture, alors on en achète. Ensuite, on étend le tissu pendant 12 mois pour le faire sécher, puis on s'en sert pour faire nos vêtements. Cette jeune femme est l'épouse du fils aîné. Le couple a 5 enfants âgés de 2 à 10 ans. Je ne me rappelle plus la première fois que je suis venu dans son village. J'avais 22 ans quand on s'est mariés et elle 21. On s'est rencontrés au jour de l'an. Ça ne se dit pas. On ne parle pas de ces choses-là en présence de mes parents. C'est très gênant. Le simple fait de s'asseoir l'un à côté de l'autre devant leurs parents est considéré comme déplacé. Cela fait 11 ans que le couple vit sous l'autorité du père de famille. En tout, 3 générations cohabitent sous le même toit. En tant que parents, nous avons le droit de dormir ensemble. Mais les autres couples sont obligés de faire chambre à part.
La femme de mon fils aîné dort de ce côté-là. Ils dorment séparément. Voici sa chambre. Elle doit dormir près de la cuisine. Mon cadet ne vit plus ici. Et le troisième, sa femme dort ici. Et lui dort de ce côté-là. Mes belles-filles ne peuvent pas dormir de ce côté. C'est strictement interdit. Aujourd'hui, le père a envoyé ses fils chercher une nouvelle parcelle pour leur future rizière. Au bout de 3 ans, le sol d'une rizière de montagne est épuisé. Il faut alors prospecter le terrain et défricher le nouvel emplacement. Les hommes mettent eux aussi les longs trajets à profit pour effectuer des tâches utiles. Aujourd'hui, ils chassent le gibier et les oiseaux. Les 2 frères ont fini par trouver le terrain idéal. Sur les recommandations de leur père, ils s'attellent immédiatement au défrichage du champ. Quel jour on est? Aujourd'hui, c'est le jour du cochon. C'est un jour propice pour commencer le travail. Alors on s'y met tout de suite. On reviendra dans 2 ou 3 jours pour tout déblayer correctement. Il va nous falloir une vingtaine de jours environ pour défricher tout le champ. Bientôt, une rizière s'étendra jusqu'à cette crête. Pour que le riz pousse en abondance, les Akas doivent faire des offrandes sacrificielles aux esprits. Quand les plants de riz auront atteint 50 cm, il faudra tuer 4 poules, dont une blanche. La blanche sera donnée en offrande aux esprits qui vivent ici. La deuxième sera pour la cabane du champ. La troisième pour les animaux. Et la quatrième pour les plantes et les arbres. Dans quelques mois, chevaux et vaches seront réquisitionnés pour acheminer les premières récoltes. Cette année, notre rizière sera plus proche du village. L'année dernière, elle était là-bas. Lors de notre dernière récolte, on a collecté plus de 100 sacs de riz. Mais il fallait 1 à 2 heures de marche pour les ramener jusqu'ici. Sur le chemin du retour, les frères délimitent la parcelle à cultiver. Une manière de signaler aux autres habitants du village qu'elle est réservée à leur famille aussi longtemps qu'elle décidera de l'exploiter. Kienglom, le fils installé en ville, est venu rendre visite à sa famille. Il leur apporte des vêtements qu'on lui a donnés.
En l'honneur de Kieng Lom, la table est dressée dans la pièce principale pour un repas de fête. Je suis venu en moto depuis Phong Sali et j'ai crevé en route. Dans un village, un vieil homme m'a donné de quoi changer mon pneu. Je l'ai changé moi-même parce qu'évidemment, il n'y a pas de garage sur le chemin. Son ami d'enfance est venu lui dire bonjour. Il voudrait la même coupe de cheveux que son compagnon de la ville. De ce village de 300 habitants, ils ne sont que 3 garçons à avoir poursuivi leur scolarité en ville après l'école primaire. On aimerait bien que Kieng Lom fasse des études l'année prochaine, mais on n'a pas assez d'argent pour le soutenir financièrement. Je ne veux surtout pas qu'il revienne à la maison. Je veux qu'il devienne fonctionnaire. Moi, j'ai dû quitter mon travail au gouvernement pour revenir m'installer au village. Alors j'aimerais qu'il reprenne le flambeau. Avant, j'étais amoureux d'une fille de chez nous, mais plus maintenant. Je vis à Phong Sali. Là-bas, il y a plein de gens d'autres ethnies, alors je peux tomber amoureux d'une fille d'une autre origine. Je ne veux pas me marier avec une Aka, parce qu'en ville, les filles sont très jolies. Comme il habite en ville, il peut choisir de pratiquer notre culture ou non. Mais nous, les aînés, nous devons préserver cette culture. Dès que j'aurai un travail et que je gagnerai de l'argent, je m'occuperai de mes parents. Et plus tard, s'ils sont encore en vie, je leur proposerai de venir vivre avec moi. Je ne sais pas ce qu'ils en penseraient. Mais à mon avis, ils déménageraient. Par contre, je ne sais pas du tout si mes frères nous suivraient. Qui serait prêt à quitter le village? Ici, le sujet fait débat. Tous les 3 mois, des étudiants en médecine viennent ici pour administrer de la vitamine A, des vermifuges et des vaccins aux habitants. Sans médecin ni hôpital à proximité, si l'un de ses habitants tombe gravement malade et que les chemins sont impraticables à cause de la pluie, c'est la mort assurée. C'est une des raisons qui a poussé le chef du village à envisager le départ de tous les habitants vers un nouvel endroit, idéalement accessible par la route et raccordé au réseau d'eau et d'électricité. Familles vivent ici, et toutes n'arrivent pas à se résoudre à partir. Certaines invoquent l'aspect financier, tandis que d'autres craignent de devoir renoncer à leurs coutumes. Le gouverneur dit qu'en tant que chef, je ne peux pas abandonner le reste du village.
On doit partir tous ensemble. Mais si j'en avais eu la possibilité, je l'aurais déjà fait. Qu'ils partent s'ils le veulent. On a assez de ressources pour rester ici. Ils n'ont qu'à partir, nous on reste. Même si le chef n'est plus là, on continuera à vivre ici. Les cérémonies et les sacrifices destinés à éloigner le mauvais sort, le lien avec les esprits et les ancêtres, voilà ce qui lie intimement les familles à leur village et les retient de partir. Un tabou très fort entoure la culture Aka. En parler au sein du village est strictement prohibé. Quand on était jeune, on nous disait de ne pas en parler. Seuls les anciens en ont le droit. S'il y a des femmes enceintes au foyer, elles ne doivent surtout pas entendre parler de ça. C'est une chose affreuse, que les gens détestent autant que la guerre. Ça a toujours été comme ça. Quand une femme donne naissance à des jumeaux, sa famille doit quitter le village, sans avoir le droit d'aller trouver refuge dans un autre village. Notre cousine a eu des jumeaux. On les a emmenés hors du village et on a fait toutes les cérémonies nécessaires. Les parents des jumeaux doivent se construire une cabane dans la forêt, près d'une source. On leur apporte à manger, mais on n'a pas le droit de leur parler, ni même de les regarder. On leur dit juste « Tenez, c'est pour vous ». On ne doit pas évoquer leur famille. Il faut faire comme si on se parlait à soi-même, ou comme si on parlait aux arbres. S'ils essaient de nous parler, il ne faut pas réagir. Ça fait partie des croyances de la tribu Aka. Il ne faut jamais aborder le sujet au village. C'est interdit. On ne peut pas élever des jumeaux, même si on nous y forçait. C'est dans notre culture. Il y a 3 ans, un émissaire du gouvernement est venu dans le village de la montagne voisine nous prier de renoncer à cette règle. Mais gouvernement ou pas, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas possible pour nous d'élever des jumeaux. Il faut respecter nos coutumes ancestrales. Il est interdit de fouler le sol à l'endroit où les jumeaux ont été enterrés. Les parents de jumeaux peuvent revenir dans le village à condition d'avoir tué leurs propres enfants. Leur maison doit être brûlée et personne n'est autorisé à leur adresser la parole pendant 1 an. Pour les Aka, seuls les animaux peuvent donner naissance à plusieurs petits à la fois. Et quand ce sont des femmes qui portent des jumeaux, ils sont considérés comme des monstres. Un cousin de Yeafen vient de mourir. Comme le village se trouve sur le chemin du retour, c'est Kienglom qui représentera la famille à l'enterrement.
Le jeune homme ne reviendra pas chez ses parents avant plusieurs semaines. La cérémonie funéraire dure déjà depuis une semaine. Une poupée fixée sur le dos d'un cheval représente le défunt. Ses affaires sont arrimées sur une autre monture et le suivront dans son ultime voyage. Il part donc seul dans la forêt où il sera enterré la nuit suivante. Le chaman doit sacrifier un buffle en le tuant d'un coup de lance. La tête du buffle hissée sur le toit de la maison garantira la prospérité du foyer. De la richesse du défunt dépendent la durée de l'enterrement et le nombre d'animaux sacrifiés. Quand je mourrai, il me faudra 2 chevaux pour aller dans la forêt. Et on sacrifiera au moins 6 ou 7 bœufs. J'ai fait de grandes choses. Et j'ai travaillé pour le gouvernement. Alors, si mon enterrement n'est pas le plus grand qu'on ait jamais vu, je ne pourrai pas reposer en paix. Je veux une cérémonie grandiose. Kienglom a encore 3 heures de trajet devant lui. Une fois en bas de la montagne, il doit traverser ce lac pour rejoindre la ville. Chaque matin, la ville de Phongsali s'éveille au son des haut-parleurs qui émettent les nouvelles officielles du gouvernement socialiste. Lorsque Kienglom avait 11 ans, la perspective de venir s'installer ici était source d'appréhension. Une vieille dame sans famille l'avait pris sous son aile. De temps en temps, elle cuisinait pour lui et l'invitait chez elle à regarder la télévision. Kienglom ne va que très rarement au marché. Tout est trop cher pour lui. Il se contente du riz ramené de la montagne et le cuisine seul dans sa chambre. Dans 6 mois, Kienglom passera son examen final et quittera le lycée. Je vais faire de mon mieux pour avoir une très bonne note. C'est le seul moyen pour moi d'aller à l'université. Parmi les 37 élèves de sa classe, seuls les 3 meilleurs auront la chance de recevoir une bourse. Kienglom ne voudrait surtout pas décevoir son père.
Je rêve de faire des études d'informatique ou bien de devenir policier. Je pense que ça ne plairait pas trop à mon père, mais moi, ça me dirait bien. Mais de toute façon, pour que je puisse aller à l'université, il faudrait de l'argent. Et malheureusement, ma famille n'a pas les moyens. Retourner vivre au village n'est pas envisageable. Le quotidien et les aspirations de Kienglom sont désormais à 1000 lieues des coutumes et des règles du village au-dessus des nuages. Si je ne vais pas à l'université, je passerai le permis pour devenir chauffeur. Mais répondrait-il aux espoirs de sa famille? Je travaillerai comme chauffeur pour gagner de l'argent. Et ensuite, j'achèterai un van et je monterai une compagnie de taxi. Avoir un travail qui paie bien. Voilà à quoi aspirent Kienglom et ses camarades de classe. Le jeune homme n'a plus sa place au village. Mais en ville, il le sait, il lui faudra gagner de l'argent. Perpétuera-t-il la culture Hakka dans son nouvel environnement? Une chose est sûre, il sera à la hauteur des espoirs que son père a placés en lui. Car il vivra une vie différente et plus facile que celle de sa famille, du village au-dessus des nuages.